1964, une annonce de prix a tout changé pour Loretta Lynn. Une pop star étrangère l'a battue pour la plus grande distinction de la musique country et Loretta n'a jamais pardonné à Nashville pour cela. Elle a commencé une rébellion qui a divisé l'industrie d'eux. Mais ce n'était que le début. La trahison d'un partenaire de duo coulisses l'a laissée seule sous les projecteurs. Le rejet de dernière minute d'une icône du gospel lui a brisé le cœur. Et une rivalité avec une autre légende féminine était si toxique qu'elle ne pouvait même pas être dans le même studio. La vérité sur qui Loretta détestait vraiment va vous choquer. Loretta Lynn est née le 14 avril 1932 à Butcher Hollow, dans le Kentucky, un endroit tellement caché dans les Appalaches que les voisins l'appelaient Holler. Elle est venue au monde non pas dans un hôpital, mais dans une minuscule cabane, rondin de 2 pièces que son père avait construite à la main. La femme qui l'a accouchée était connue sous le nom de vieille tante Harriet, une sage-femme aveugle de 80 ans, qui avait déjà aidé à mettre au monde plus d'100 de bébés. Loretta a dit plus tard qu'elle avait été nommée d'après la star de cinéma Loretta Young. Mais ses débuts étaient tout sauf glamour. La cabane n'avait ni électricité ni eau courante. Et hiver, la neige s'infiltrait à travers les fissures du toit. Elle a appris à marcher pieds nus sur des planchers de bois rugueux, parfois affamés, mais toujours déterminés. Son père, Melvin Ted Webb, passait ses journées dans les mines de charbon de Vanier. Le travail était dangereux et épuisant. Souvent, il devait ramper à 4 pattes dans des tunnels de seulement 90 cm de haut. Il travaillait plus de 10 heures par jour pour seulement 18 $ par semaine, une petite somme pour nourrir une famille de 10 personnes. Certaines semaines, il se sortait à peine avec seulement 1 $ par jour. Sa mère, Clara, travaillait sans relâche pour garder de la nourriture sur la table tout élevant 8 enfants. Les chaussures et le bacon sont devenus des prix pour lesquels les enfants Webb se battaient. Des années dans les mines ont donné à Melvin la maladie du poumon noir et il est mort à seulement 52 ans. En tant que deuxième aînée, Loretta a porté de lourdes responsabilités dès son plus jeune âge. Elle transportait de l'eau, s'occupait de ses frères et sœurs et travaillait dans les petits champs de la famille. Cette lutte pour la survie allait façonner non seulement sa vie, mais aussi la vérité brute de sa musique. À seulement 15 ans, Loretta a épousé Oliver Doolittle Lynn, un vétéran de guerre de 21 ans connu pour son côté sauvage. Les deux s'étaient rencontrés lors d'une fête du gâteau, où Doolittle avait enchéri sur son gâteau et avait gagné. Un mois plus tard, le 10 janvier 1948, ils se sont mariés. À l'âge de 16 ans, elle était enceinte de son premier enfant. À 29 ans, elle était mère de 6 enfants, dont une paire de jumeaux. Leur mariage était tumultueux. Doolittle buvait beaucoup, disparaissait pendant de longues périodes et avait un tempérament de feu. Loretta disait souvent « Il ne m'a jamais frappé une seule fois. Je ne l'ai pas frappé retour 2 fois. » Leurs presque 50 ans ensemble ont été remplis d'amour, de combats et de luttes. Et ce mariage compliqué a inspiré certaines de ses chansons les plus puissantes. Quand elle a eu 18 ans en 1953, Doolittle lui a offert un cadeau qui allait changer sa vie à jamais. C'était une guitare d'occasion de Sears qui coûtait 17 $. Sans cours, Loretta a appris à jouer regardant des musiciens locaux et écoutant les disques de la famille Carter à la radio. Elle s'est entraînée pendant des heures, usant le manche de la guitare avec son strumming implacable. Cet instrument d'occasion ordinaire a ouvert la porte à ses premières performances dans de petites salles, et son style autodidacte est devenu une partie de la légende qui allait la suivre. 1952, la famille a fait ses valises et a déménagé à Custer, dans l'État de Washington, une ville de moins de 300 habitants. Doolittle a accepté des emplois dangereux dans l'exploitation forestière, tandis que Loretta faisait la lessive, nettoyait les maisons et mettait des légumes conserves pour nourrir ses enfants. Sans babysitter, elle emmenait ses enfants avec elle lorsqu'elle se produisait dans les bars, les salles de danse et les honky-tonks locaux. Les foules étaient rudes, mais soir après soir, Loretta s'est défendue.
Ses premiers spectacles ont forgé sa présence scénique féroce. À la fin des années 1950, elle était devenue si confiante que même les stars de Nashville diraient plus tard que son feu et son esprit vif ont changé la donne pour les femmes dans la musique country. Février 1960, Loretta a pris le plus grand risque de sa vie. Elle et Doolittle ont conduit de Washington à Los Angeles pour qu'elle puisse enregistrer une chanson qu'elle avait écrite intitulée I'm a Honky Tonk Girl. La session s'est tenue dans un petit studio d'Hollywood et ils ont dû payer les musiciens de leur poche. Ensuite, ils ont parcouru des milliers de kilomètres à travers le pays, dormant dans leur voiture et mangeant tout ce qu'ils pouvaient se permettre, distribuant des disques aux stations de radio. Parfois, ils suppliaient les DJ de donner une chance à la chanson. Leur détermination a fonctionné. Cet été-là, I'm a Honky Tonk Girl a fait son entrée dans le top 20 des charts country de Billboard, atteignant la 14e place. Le succès a valu à Loretta une invitation à se produire au Grand Ole Opry, un rêve pour tout chanteur de country. Le 3 septembre 1961, la carrière de Loretta a fait un bond de géant lorsqu'elle a signé avec Decca Records à seulement 22 ans. Les dirigeants de Nashville ont été stupéfaits par son son brut et le fait qu'elle écrivait ses propres chansons. À une époque où l'on s'attendait à ce que la plupart des artistes féminines soient polies et raffinées, Loretta chantait avec une honnêteté brute qui ne pouvait être ignorée. 1 an, elle a sorti son premier album, Loretta Lynn Sings, et son premier single avec Decca, Success, a atteint le top 10. Au cours de la décennie suivante, elle a sorti plus de 50 singles avec Decca, qui ont fait le top 10, plus que toute autre femme dans la musique country. Success a atteint les charts avril 1962, atteignant la 6e place de la liste country de Billboard et y restant pendant 16 semaines. Écrite par Johnny Mullins, la chanson a marqué un tournant dans la musique country. À une époque où l'on s'attendait à ce que les femmes dans la country chantent doucement l'amour, Loretta chantait de vrais problèmes comme les mariages brisés et la déception. Sa voix portait le poids des luttes réelles d'une femme, et les auditeurs ne pouvaient pas avoir assez. Ce single a cimenté sa place, tant qu'artiste féminine la plus accessible et la plus franche de la country. Une décennie plus tard, le 16 octobre 1972, Loretta est entrée dans l'histoire tant que première femme à remporter le prix de l'artiste de l'année de la Country Music Association. Avant elle, cet honneur n'avait été décerné qu'à des hommes. Elle a gagné contre Merle Haggard, Freddie Hart, Charlie Pride et Jerry Reed. À ce moment-là, elle avait déjà sorti 25 succès du top 10 et plusieurs albums tête des charts. Lorsqu'elle a accepté le prix, elle l'a fait avec humilité, plaisantant sur le fait que son mari avait manqué la cérémonie parce qu'il était à la chasse. Cette victoire a brisé le Old Boys Club de Nashville et a prouvé que les femmes pouvaient se tenir tout haut. 1975, Loretta a de nouveau repoussé les limites avec une chanson intitulée The Pill. C'était un hymne audacieux sur les femmes qui gagnaient la liberté de contrôler leur propre corps grâce à la contraception. Alors que les artistes masculins pouvaient chanter ouvertement sur le sexe sans problème, Loretta a fait face à un contre-coup. 60 stations de radio ont interdit la chanson. Et même un prédicateur du Kentucky l'a dénoncé nommément depuis la chaire. Pourtant, la controverse n'a fait que renforcer la chanson. The Pill s'est vendue à 15 000 exemplaires par semaine et a grimpé à la 5e place des charts country, tout se croisant également dans le Billboard Hot 100. L'alcoolisme de Doolittle Mooney Lynn était notoire même dans le monde rude de la musique country. La vie de famille de Loretta Lynn tombait souvent dans le chaos chaque fois qu'il disparaissait beuverie. Il fut un temps où il disparut pendant 2 semaines entières, laissant Loretta avec 6 enfants dans leur maison ruine. N'ayant rien dans les placards, elle les a maintenus vie avec des feuilles de pissenlit sauvage et tous les petits animaux qu'elle pouvait chasser. Ce n'était pas la seule fois que cela arrivait. Ses crises d'alcool étaient légendaires.
parfois motivée par la jalousie de la renommée grandissante de Loretta, d'autres fois par une simple agitation. Quand il était à la maison, le calme ne durait jamais longtemps. Loretta se souvenait qu'elle ne pouvait jamais être sûre si elle entrerait dans la paix ou dans une autre bagarre tourbillonnante après son retour de la route. L'alcoolisme alimentait plus que des disputes. Les nuits étaient remplies de cris, de bocaux brisés et d'enfants effrayés lorsque son tempérament s'emballait. Malgré tout, elle est restée, expliquant plus tard qu'elle ne laisserait pas de cœur brisé sur le sol pour ses enfants. La violence était une réalité dans leur foyer, mais Loretta refusait d'être une victime. Elle disait souvent « Chaque fois que Day me giflait, il se faisait gifler 2 fois. » Les histoires étaient inoubliables. Une fois, alors qu'il était ivre, il a tiré sur une de ses boucles épinglées, elle a balancé son poing et l'a accidentellement atterri sur sa bouche, lui faisant tomber 2 dents. Une autre fois, après qu'il l'ait frappé, elle a reversé une poêle de maïs crémeux sur sa tête. Elle a admis des années plus tard que les combats faisaient partie d'un cercle vicieux, mais elle était déterminée à ne jamais le laisser l'intimider. Les ecchymoses et les cicatrices étaient réelles. Pourtant, elle a transformé ses expériences chansons qui parlaient pour les femmes qui n'avaient pas de voix. Sa musique, née de cette douleur, a résonné auprès des femmes qui reconnaissaient leur propre lutte dans ses paroles. Les trahisons allaient au-delà de la violence. L'infidélité de Doolittle était ouverte et humiliante. Lorsque Loretta n'avait que 15 ans et était enceinte, il l'a renvoyée chez ses parents pendant qu'il courait après d'autres femmes. Plus tard, alors que sa carrière décollait, il est devenu encore plus audacieux. Il lui arrivait d'amener des maîtresses à ses concerts, flirtant ouvertement devant elles. La pire blessure est survenue lorsqu'il a couché avec la femme du propre frère de Loretta. Elle partait souvent tourner sans savoir si elle reviendrait dans une maison vide, une autre bagarre ou une autre femme dans son propre lit. Ces humiliations ont contribué à inspirer des chansons comme Fist City, où Loretta a mis garde ses rivales depuis la scène. Au lieu de la briser, les trahisons ont fait d'elle une voix féroce et sans remords pour les femmes du monde entier. L'histoire de Loretta et Doolittle était pleine de contradictions. Malgré la douleur qu'il a causée, Loretta lui a souvent attribué le mérite de l'avoir aidé à accéder à la gloire. Il lui a acheté sa première guitare, un modèle Sears à 17 $, et l'a poussée à se produire alors qu'elle était trop timide pour croire elle. Il a envoyé ses cassettes à des stations de radio à travers le pays, insistant pour qu'elle continue quand elle voulait abandonner. Lorsque son premier single, I'm a Honky Tonk Girl, a été ignoré par la radio, il l'a conduite sur des milliers de kilomètres de ville-ville, exhortant les programmateurs à lui donner une chance. Loretta a admis plus d'une fois que sans sa détermination, elle ne serait peut-être jamais partie de chez elle. Elle a dit « Je n'aurais jamais pu le faire seule ». Le même homme qui lui a brisé le cœur était aussi l'une des raisons pour lesquelles elle est devenue une star. Lorsque Doolittle Lynn est décédée le 22 août 1996 à l'âge de 69 ans, Loretta a été anéantie d'une manière qu'aucune rivale ou revers de carrière n'avait jamais réussi. Des années de diabète lui avaient emporté les 2 jambes et ses problèmes cardiaques l'avaient rendue fragile. Loretta a interrompu une grande partie de sa carrière pour prendre soin de lui dans ses dernières années. Dans ces dernières semaines, elle a écrit et chanté « Ne serait-ce pas génial ?» souhaitant pouvoir l'entendre dire qu'il l'aimait avec un esprit sobre. Elle a ensuite enregistré « I Can't Hear the Music », écrit après avoir réalisé qu'il ne pouvait plus l'entendre chanter, même avec des prothèses auditives posées peu avant sa mort. Après son décès, Loretta est tombée dans une profonde dépression, se retirant à la fois de la musique et du public. Malgré 50 ans de disputes, de trahisons et de douleurs, elle a admis que sa mort était le coup le plus dur de sa vie. « Il était toujours l'homme de ma vie », a-t-elle dit doucement. « Je l'ai aimé toute sa vie et il me manque aujourd'hui. » 1961, alors que ses luttes personnelles étaient à leur apogée, Loretta a rencontré Patsy Cline. Patsy était déjà une star,
la reine de Nashville, ayant survécu à un terrible accident de voiture quelques mois plus tôt. Loretta, encore inconnue et luttant pour élever 6 enfants, a chanté I Fall to Pieces à la radio et l'a dédiée à Patty, qui était toujours à l'hôpital. Émue par le geste, Patty a demandé à son mari d'amener Loretta visite. Bandée et alitée, Patty l'a accueillie comme une sœur et les deux se sont liés instantanément. À ce moment-là, Patty avait déjà marqué 9 succès du top 10 country. Pourtant, elle a offert son soutien total à la jeune et luttant Loretta. Loretta a dit plus tard que Patty avait tout changé, lui donnant la clé du cercle intime de Nashville à un moment où la plupart des femmes se considéraient comme des rivales. Patty est rapidement devenue plus qu'un mentor. Elle a appris à Loretta comment survivre dans le monde impitoyable de Nashville. Elle lui dit d'exiger toujours un paiement d'avance après avoir été trompée par des promoteurs elle-même. Elle a même confronté d'autres stars féminines qui essayaient d'empêcher Loretta de monter sur l'oppré, faisant irruption dans la pièce avec Loretta à ses côtés et déclarant « Elle est avec moi ». Quand l'argent était rare, Patty lui a donné des vêtements, y compris des tenues de scène, et même ses propres sous-vêtements. Elle a cuisiné pour elle, l'a conseillé et l'a poussée à ne jamais laisser les hommes ou les producteurs contrôler sa voix. Loretta a admis plus tard que l'honnêteté et la loyauté de Patty ont établi une norme qu'elle n'a jamais pu retrouver. Ce lien s'est terminé soudainement le 5 mars 1963, lorsque l'avion de Patty s'est écrasé près de Camden, dans le Tennessee, tuant tous ceux qui étaient à bord. Patty n'avait que 30 ans. Dans les semaines précédant sa mort, elle avait montré des signes de malaise, laissant des cadeaux à des amis, mettant à jour son testament et disant même à Loretta « Si quelque chose arrive, prends soin de mes enfants ». Lorsque Loretta a appris la nouvelle, elle a dit qu'elle avait l'impression que le sol avait été arraché sous ses pieds. Perdre Patty était plus que perdre une amie. Cela signifiait perdre sa seule véritable alliée dans la musique country. Elle a plus tard nommé sa fille Patty et a enregistré un album des succès de Klein en 1977, mais rien n'a pu atténuer la perte. Après la mort de Pat, Loretta s'est mise à mesurer chaque nouvelle amitié à la mémoire de cette loyauté et de cette sincérité. Elle a admis, dans des interviews, que personne d'autre ne s'est jamais approché. L'absence l'a rendue hypersensible à la trahison et a contribué à alimenter les fameuses querelles qui ont marqué sa carrière ultérieure. Sans psy pour la protéger, elle a souvent vu les désaccords comme des attaques personnelles. Elle a admis plus tard qu'elle n'avait jamais laissé une autre femme s'approcher autant. 1971, Loretta a fait équipe avec Conway Twitty, commençant par After the Fire is Gone. Sortie le 4 janvier, elle a atteint la première place le 3 avril 1971 et y est restée pendant 2 semaines. La chanson est restée dans les charts pendant 14 semaines, a atteint la 56e place du Billboard Hot 100 et a grimpé à la 4e place du RPM Country Tracks canadien. Ensemble, ils ont marqué 5 singles numéro 1 entre 1971 et 1975 et ont été nommés duo vocal de l'année par la Country Music Association de 1972 à 1975. Sur scène, leur chimie était indéniable et les fans les adoraient. Coulisses, cependant, le ressentiment grandissait. Loretta était déjà une grande star solo. Pourtant, le nom de Conway était presque toujours listé premier sur les affiches, les billets et les pochettes d'albums. Même lorsqu'elle attirait de plus grandes foules, l'industrie continuait à le mettre avant. Des chuchotements de rémunération et de reconnaissance inégales se sont répandus, mais le public n'a vu qu'un duo souriant. Les choses ont culminé 1969 à Atlanta lorsque Conway a déclaré aux journalistes « Loretta l'a toujours pour son âge ». À 44 ans, elle éclipsait encore de nombreux artistes plus jeunes, de sorte que les remarques ont profondément piqué. Le commentaire s'est répandu rapidement dans les cercles de Nashville et Loretta a été humiliée. Ce soir-là, pendant leur set, Loretta a refusé de monter sur scène lorsque son nom a été annoncé. Pendant plusieurs minutes, Conway est resté seul sous les lumières pendant que le groupe jouait,
bafouillant des blagues alors que la foule devenait agitée. Lorsque Loretta est finalement apparue, les applaudissements ont été tonitruants, mais le mal était fait. C'était sa façon discrète de faire une déclaration forte. Elle a dit plus tard, « Ils mettent toujours l'homme premier, même quand il vous suit. » Lorsque Olivia Newton-John a été annoncée comme la gagnante de la chanteuse féminine de l'année au CMA Awards de 1974, la salle à Nashville est tombée dans le silence. Seules quelques femmes avaient déjà remporté cet honneur depuis que le prix avait commencé 7 ans plus tôt avec des légendes comme Loretta Lynn et Tammy Wynette parmi elles. Olivia était différente. Elle était née Grande-Bretagne, a grandi Australie et était surtout connue comme une chanteuse pop. Ses chansons If You Love Me, Let Me Know et Let Me Be There avaient traversé les charts country, mais elles étaient tout aussi populaires auprès du public pop. Même les présentateurs ont mal prononcé son nom ce soir-là, ce que beaucoup ont cru être un affront délibéré. Olivia n'était pas là pour récupérer le trophée. Et coulisses, les stars de la country étaient furieuses. Pour eux, il était impensable qu'une étrangère, que la presse appelait une étrangère, venait de retirer l'un des plus grands honneurs de la country aux femmes élevées dans les traditions du Sud. Quelques heures, les lignes téléphoniques de l'industrie se sont allumées de colère et des réunions secrètes ont commencé. Pour Loretta Lynn, la perte a été particulièrement douloureuse. Elle avait bâti sa carrière chantant sur les mines de charbon, la pauvreté et les luttes des femmes qui avaient vécu des moments difficiles. Pour elle, la musique country n'était pas seulement une question de vente ou de mélodie entraînante. Il s'agissait de la vérité. Perdre contre Olivia lui a donné l'impression de perdre plus qu'un trophée. Loretta y a vu la perte d'une partie de l'âme de la country. Elle croyait que le prix devrait aller aux femmes qui avaient vécu la vie dont elle chantait, qui étaient sorties de rien et c'était tout ça, ces bassiteurs. Pas une place à la radio contre vent et marée. À ses yeux, honorer Olivia envoyait un message que les racines et l'héritage n'avaient plus d'importance. La country avait toujours été la voix des opprimés, et ce soir-là, les opprimés ont été réduits au silence. La colère de Loretta allait plus loin que la déception. Pour elle, le vent symbolisait un changement croissant à Nashville qui valorisait les succès brillants et adaptés à la radio plutôt que les histoires authentiques. 1974, les maisons de disques poussaient plus fort que jamais pour se croiser sur les marchés pop à la recherche de profits plus importants. Les traditionalistes avaient tassé l'impression d'être mis de côté par des artistes aux images soignées qui ne partageaient pas la même histoire. Les fans ont comparé cela à une invasion et beaucoup craignaient que la musique sur leur station ne ressemble bientôt au top 40. Loretta a dit que la vraie country n'était pas seulement un son. C'était un mode de vie né des champs de charbon, des fermes et des petites villes du Sud. Elle croyait que choisir des stars de la pop plutôt que des voix locales dépouillait le genre de son identité. La réaction négative n'est pas restée derrière des portes closes. Quelques semaines plus tard, George Jones et Tammy Wynette ont organisé une réunion chez eux. Ils se sont réunis avec Bill Anderson, Conway Twitty, Dolly Parton et d'autres qui ressentaient de la même chose. De cette réunion est née l'Association of Country Entertainers, connue sous le nom d'ACE. Son objectif était clair, combattre l'influence pop qui envahissait leur monde. ACE a fait valoir que les prix country devraient aller à ceux qui avaient vraiment vécu la musique. Les artistes qui avaient joué dans les honky-tonks transportaient leur équipement lors d'interminables voyages sur la route et portaient le poids de la tradition. Le groupe n'a pas duré longtemps, mais le message était fort et clair. Nashville était confronté à une crise d'identité et la victoire d'Olivia avait forcé le problème à se retrouver sous les feux de la rampe. Loretta n'a jamais complètement laissé la rancœur saler. Selon des personnes proches d'elle, elle a refusé d'assister au KS pendant plusieurs années par la suite parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée d'applaudir Olivia sur scène. Elle a fait de son absence une déclaration qui a été remarquée dans toute l'industrie.
Ce n'est qu'après avoir senti que la country avait retrouvé certaines de ses racines qu'elle est revenue à la cérémonie. Sa position a renforcé sa réputation non seulement tant que reine de la musique country, mais aussi tant que sa plus fervente défenseuse à Nashville. Johnny Cash était l'une des rares stars masculines à traiter Loretta comme une égale. Il venait d'endroits similaires. Cash a grandi pauvre dans l'Arkansas pendant la Grande Dépression, tandis que Loretta était la fille d'un mineur de charbon dans le Kentucky. Tous deux avaient connu de véritables difficultés et tous deux portaient des cicatrices. Ils se sont liés coulisses et lors de longues tournées, trouvant du réconfort dans l'honnêteté de l'autre. Cash chantait sur les prisonniers et les toxicomanes, tandis que Loretta disait la vérité sur les luttes des femmes. Loretta a dit un jour « Il savait qui j'étais. Il ne faisait pas semblant. » Dans une ville qui ignorait ou réduisait souvent au silence les femmes, le soutien de Cash comptait profondément. C'est pourquoi le moment à la fin des années 1970 a été si douloureux. Loretta avait été invitée à se produire dans une émission spéciale de gospel télévisée au niveau national animée par Cash. Elle était ravie. Le gospel faisait partie de sa vie depuis son enfance et elle s'est sentie honorée d'être incluse. Elle a répété et s'est préparée pour recevoir un appel 2 jours avant le tournage qu'elle avait été abandonnée. Regardant depuis sa chambre d'hôtel, elle a vu une autre chanteuse prendre sa place. Plus tard, un producteur lui a discrètement dit la vérité. Cash lui-même avait insisté pour qu'elle soit retirée, craignant que sa réputation de chanson féministe ne perturbe le ton de l'émission. Il reconstruisait sa propre image à l'époque et s'est rangé du côté des producteurs nerveux qui voulaient une diffusion propre et rédemptrice. Loretta ne l'a jamais confrontée, mais la blessure est restée avec elle. Des années plus tard, Cash lui a envoyé des excuses manuscrites remplies de regrets. Loretta n'a pas répondu. Elle a plié la lettre et l'a placée à l'intérieur d'une boîte cèdre dans sa maison du Tennessee, où elle est restée pendant des décennies. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet dans une interview 2015, elle a simplement dit « Certains fantômes ne se reposent pas facilement ». Elle n'a pas assisté à ses funérailles de 2003, choisissant plutôt de l'honorer discrètement. Leur respect professionnel est resté, mais le lien qu'ils partageaient autrefois n'a jamais été restauré. Loretta a eu des luttes similaires avec Merle Haggard. Ils venaient d'endroits très différents. Elle d'une pauvre cabane dans le Kentucky, lui d'un wagon de marchandises converti Californie. Mais tous deux avaient grandi dans la difficulté. Loretta étant née 1932, a été élevée avec des oignons sauvages et du pain, et s'est mariée avec des enfants à l'âge de 13 ans. Haggard a perdu son père jeune, a passé du temps centre de détention pour mineurs et a ensuite purgé une peine de prison avant de devenir une star. Leur honnêteté les a fait aimer des fans qui ont reconnu leur lutte comme les leurs. Pourtant, Loretta est devenue passée frustrée par les opinions de Haggard sur les femmes. Bien qu'elle ait loué sa musique publique, elle s'était secrètement troublée par la façon dont il rejetait les histoires des femmes comme des pleurnicheries. Il a souvent suggéré que les artistes féminines jouaient la victime, une remarque qui a profondément piqué Loretta, d'autant plus que ses chansons sur le contrôle des naissances et le divorce étaient déjà interdites sur certaines stations de radio. 1982, lors d'une interview radio directe, Haggard a fait une remarque qui a choqué le public. Lorsqu'on lui a demandé ce qui rendait Loretta spéciale, il a plaisanté. « Loretta joue le rôle de la pauvre fille depuis trop longtemps. On comprend. Poussière froide et bébé. Quoi d'autre? » Les fans se sont précipités pour la défendre et le commentaire a fait les gros titres pendant des semaines, exposant les doubles standards auxquels les femmes étaient confrontées dans l'industrie. La tension n'a fait que croître lorsque 1943, Loretta a suggéré un duo avec Haggard sur la dépendance et la foi. Il l'a balayé d'un revers de la main, disant que c'était des trucs de dame d'église. Pour elle, c'était un sujet vital, un sujet qui touchait d'innombrables vies. Le rejet l'a profondément blessée, d'autant plus que Haggard lui-même chantait souvent sur la douleur et la rédemption. Par la suite, elle a dit à son groupe « Il veut de la douleur dans ses chansons, mais se moque des miennes ». La remarque a saisi la vérité de l'industrie à l'époque. Les hommes pouvaient
bâtir des carrières sur la tragédie et être célébrées, tandis que les femmes étaient invitées à se détendre ou risquaient de perdre du temps d'antenne. À la fin des années 1960 et 1970, Nashville est devenu un champ de bataille culturelle, particulier pour les femmes dans la musique country. Loretta Lynn était connue pour son honnêteté brute. Et elle croyait que Tammy Wynette représentait tout ce que l'industrie exigeait des femmes, toujours polies, toujours souriantes et ne sortant jamais des clous. Loretta a résisté aux producteurs qui voulaient qu'elle ait l'air jolie de Nashville avec des cheveux parfaits et un sourire discret. Tammy, d'un autre côté, correspondait exactement à cette image. Cela lui a valu d'innombrables apparitions à la télévision et de gros endossements. Loretta se moquait souvent de la scène mondaine de Nashville, l'appelant une fois les Stepford Wives de la musique country. Pour elle, le problème n'était pas seulement personnel. Elle croyait que l'avenir des femmes dans la musique country dépendait de la vérité et non de l'adaptation à un moule poli. Alors qu'elle chantait sur les femmes rurales confrontées à des choix difficiles, Tammy représentait une version de la féminité que Loretta pensait glamour à l'extérieur mais dangereuse pour l'indépendance. Le fossé entre elles s'est creusé avec leur musique. 1969, Loretta a sorti des chansons comme Rated X et The Pill, qui parlaient ouvertement du divorce, de la tromperie et du contrôle des naissances. Les stations de radio ont interdit The Pill dans plus d'une douzaine d'États, mais Loretta a refusé de reculer. Elle a dit qu'elle n'écrivait pas pour les maisons de disques. Elle écrivait pour les femmes qui vivaient ces histoires. Pendant ce temps, le succès de Tammy, 1968, Stand By Your Man, a passé 19 semaines dans les charts et s'est vendu à des millions d'exemplaires. Elle est devenue sa chanson signature, même si les féministes et Loretta elle-même l'ont critiquée pour avoir encouragé les femmes à rester fidèles à leur mari, quelle que soit la trahison. Tammy a défendu la chanson, disant qu'il s'agissait de pardon, pas de soumission. Mais Loretta sentait que le message sapait tout ce pourquoi elle se battait. Leurs échanges sont devenus si intenses que Loretta a plaisanté une fois. Mais ces disques sont interdits, mais ces disques reçoivent des goûters et des visites à la Maison-Blanche. Les producteurs de musique ont vu de l'argent associant les deux femmes. Dès 1972, ils ont organisé des réunions sur des albums de duo, dans l'espoir de créer le prochain grand succès. Mais Loretta n'a jamais accepté. Elle leur a dit que cela ne marcherait jamais, disant « Nous pourrions vendre des disques, mais nous ne survivrions jamais aux répétitions. » Elle a comparé l'idée à mélanger de l'huile et de l'eau d'œil. Les musiciens de session parlent encore de disputes dans les salles de conférences et de contrats qui n'ont jamais été signés. Lorsque Loretta a finalement enregistré Honky Tonk Angels avec Dolly Parton et Tammy 1993, cela n'a eu lieu que parce que Loretta et Tammy ont refusé de partager le temps de studio. Les producteurs ont dû les enregistrer séparément et ensuite assembler les voix, ce qui a coûté plus cher et a fait du planning un cauchemar. L'album est devenu disque d'or 2 mois, mais les initiés savaient qu'il s'agissait strictement d'affaires. Loretta et Tammy ont évité les interviews conjointes et sont restés séparés lors des événements promotionnels. Loin des caméras, les sentiments de Loretta étaient encore plus clairs. Des amis se sont souvenus de l'avoir entendu dire que Tammy était douce comme une tarte quand les lumières étaient allumées, mais froide comme de la glace dans les coulisses. Dans les loges, Tammy engageait rarement la conversation, préférant s'asseoir tranquillement avec son équipe de maquillage. Loretta se plaignait souvent que Tammy pouvait charmer un public, mais ne donnerait pas plus qu'un bonjour poli aux autres chanteurs dans les coulisses. Pour Loretta, ce n'était pas seulement une distance personnelle. Elle pensait que cela symbolisait ce que Nashville voulait des femmes, quelqu'un qui avait l'air bien public et restait silencieux privé. La rivalité a atteint son apogée 1982 lors d'un barbecue à la Maison-Blanche. Tammy a interprété Stand By Your Man assise sur les genoux du président Ronald Reagan. Les journaux de tout le pays ont publié des photos de ce moment. Et Reagan lui-même a déclaré que sa performance lui avait donné la chair de poule. Mais Loretta était furieuse.
Elle a qualifié cela de pur théâtre politique et a dit que cela trahissait les racines locales de la musique country. Pour elle, Tammy avait transformé une chanson sur le mariage une pièce maîtresse pour les politiciens. Elle a dit à des amis dans des bars enfumés de Nashville que Tammy s'était vendue et l'histoire est devenue l'un des moments les plus commentés de leur rivalité.